voilà, moi je suis professeure d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, dans le nord du 93, à Villepinte. Et nous avons décidé avec d'autres enseignants, un enseignant de philosophie, un enseignant de lettres et deux autres professeurs d'histoire-géographie, d'écrire un livre en collaboration donc, avec Jean Bobéro, qui est un historien de la laïcité et qui est un spécialiste sur cette question. Donc on a eu plusieurs entretiens avec lui, dont on a sorti donc ce livre qui vient en fait parce qu'on constatait qu'à la suite des attentats et des tragédies qui ont eu lieu ces dernières années, on demandait aux enseignants d'enseigner toujours plus cette notion qu'était la laïcité et qu'elle était extrêmement médiatisée. Et du coup, on souhaitait se réapproprier cette notion et aussi comprendre ce qu'il y avait exactement derrière ça. Voilà. L'objectif du livre était par ailleurs de montrer à la fois, d'expliquer quels étaient exactement les termes du débat. Voilà. Ce qui nous paraissait un petit peu flou, c'était qu'on manquait d'éléments clairs et précis sur à la fois ce qu'était la laïcité dans le régime juridique, ce qu'on voulait éventuellement qu'elle soit, et aussi ce qu'elle avait été dans le régime juridique et ce qu'on pouvait par le passé avoir envie qu'elle soit. Et que du coup, on souhaitait aussi un petit peu clarifier le débat et clarifier l'évolution qu'elle avait connue. Et puis l'autre élément, c'est que nous étions nombreux à être des militants, parmi les personnes qui ont écrit le livre, des militants syndicaux notamment, et du coup, ce qui nous gênait, c'était que les difficultés sociales auxquelles nous étions confrontés dans nos établissements, les difficultés sociales des élèves, le manque d'heures qui nous sont données pour faire nos enseignements, les budgets qui diminuent, les choses comme ça, étaient mises au second plan, derrière un premier plan où on avait l'impression que finalement le problème c'était la laïcité. Et le problème c'était que les élèves ne respectaient pas cette laïcité. Or, il nous semblait que ce qui était le plus important, c'était au contraire les difficultés sociales qu'ils rencontraient. On avait l'impression qu'elles étaient un petit peu masquées derrière cette problématique qui était mise en avant. Et donc on décide aussi de s'intéresser à cette notion de la laïcité, nous aussi finalement, mais pour peut-être donner aussi un autre son de cloche sur ce qui se passe dans nos établissements, puisqu'on est tous profs et qu'on pratique du coup notre métier en Seine-Saint-Denis. Donc on a établi un livre en deux temps, une première partie très théorique, qui revient sur l'historique de ce qu'est la laïcité, mais aussi sur à quel concept elle renvoie en philosophie, mais également la façon dont elle est appliquée dans d'autres pays occidentaux, puisqu'il existe aussi d'autres formes de laïcité. Et puis dans un second temps, des questions extrêmement pratiques qui renvoient à la façon dont on peut à la fois mettre en œuvre un enseignement sur la laïcité, puisque c'est un concept qui est présent dans les programmes d'histoire, dans les programmes de philosophie, dans certains programmes de français, et puis aussi dans le programme d'enseignement moral et civique. Et puis aussi comment on pouvait réagir et comment on pouvait traiter des situations éventuellement conflictuelles, la question des menus de substitution, la question des jeunes filles qui viennent avec des signes dont il est compliqué de dire si ce sont des signes religieux ou non, dont il est compliqué de dire si ces signes sont ostensibles ou pas. Et puis d'autres cas extrêmement concrets, comment organiser une sortie scolaire dans un lieu religieux, voilà. Que faire dans un certain nombre de situations, que faire quand un élève remet en cause la théorie de l'évolution dans un cours de philosophie. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'abord de faire un premier temps théorique sur l'histoire de la laïcité, comment elle a évolué, et puis peut-être simplement finir avec une anecdote sur une sortie scolaire. Donc l'histoire de la laïcité, puisque Jean Bobéro est un historien spécialiste de ces questions, deux choses nous ont semblé particulièrement importantes. D'une part, montrer que lorsque la laïcité se met en place, 1882, obligation scolaire, laïcisation du personnel, 1886, les personnels doivent être laïques, excusez-moi, loi Goblet, puis ensuite 1905, la séparation des églises et de l'État. En fait,
ce cadre juridique-là est un compromis. Est un compromis parce qu'au sein même du camp laïque, des républicains laïcs qui veulent mettre en place la laïcité, il y a des débats. Et que les débats qu'on retrouve aujourd'hui au sein du camp laïque et du camp républicain, on les a déjà à cette époque-là. Quel débat ? Eh bien, par exemple, lorsque l'obligation scolaire se met en place en 1882, puis la laïcisation du personnel en 1886, plusieurs questions se posent. Première question qui se pose, que va-t-on faire de l'instruction religieuse ? On ne peut plus faire de l'instruction religieuse, plus de catéchisme dans les écoles publiques. Du coup, où est-ce qu'on la fait ? Alors, plusieurs solutions sont recherchées, puis finalement, une solution de compromis est trouvée, et cette solution de compromis, c'est de fermer l'école, pas seulement le dimanche, mais le jeudi et le dimanche. C'est-à-dire d'ouvrir un deuxième jour, les établissements, aujourd'hui ça correspond au mercredi, pour que sur ce jour chômé, les élèves puissent recevoir leur instruction religieuse. Deuxième conflit qui apparaît très rapidement, c'est la laïcisation des lieux. On veut retirer les crucifix qui sont dans les classes, puisque, a priori, maintenant, on est dans les établissements publics. Cette laïcisation des lieux, elle va se faire dans le compromis, c'est-à-dire qu'on va retirer les crucifix dans les lieux où ça ne fait pas conflit, et dans les lieux où ça pose conflit, on va attendre que les bâtiments soient refaits, reconstruits, etc. Puis on va petit à petit les retirer. Troisième exemple de compromis, 4 manuels scolaires sortent, dont un manuel de Paul Bert, qui est un manuel particulièrement anticlérical, et ce manuel est mis à l'index par l'Église catholique, donc considéré comme un livre qui ne peut pas être lu. Et plutôt que d'entrer en conflit avec l'Église catholique, le gouvernement d'alors, Jules Ferry en tête, vont demander la réédition du manuel en retirant les passages qui seraient trop anti-religieux ou anticléricaux, justement pour ne pas aller à l'affrontement. Autre élément qui nous paraissait important, donc, c'était de montrer que non seulement ça donne lieu à des compromis, mais en plus il y a des débats au sein du camp républicain. Donc, cette loi et la loi telle qu'elle a été mise en place, cette loi de 1905, elle est portée en particulier par Aristide Briand. Aristide Briand qui est favorable finalement à une laïcité qui se veut plutôt ouverte face à déjà un camp qu'on nommerait aujourd'hui un camp laïcard si vous voulez, notamment avec le député socialiste du Var, donc Maurice Allard, ou encore Émile Combes, qui au sein des Républicains défendent une laïcité qui est une laïcité soit qui considère que la liberté de conscience est uniquement individuelle et qu'elle ne va pas avec une liberté de culte collective, soit du côté d'Émile Combes, une laïcité où l'État surveille le clergé, surveille l'Église. Et donc la séparation est une séparation en fait qui n'est pas tout à fait égalitaire puisque l'État intervient dans l'Église et va surveiller le clergé. Et ça va par exemple aujourd'hui avec les propositions de proposer des formations aux imams ou encore de rémunérer un clergé comme dans le système concordataire que connaît encore aujourd'hui une partie du territoire français, le concordat en Alsace-Moselle. Du coup, voilà, il y a différentes visions de la laïcité qui s'opposent et la laïcité qui gagne à ce moment-là, c'est la laïcité d'Aristide Briand qui organise une liberté de conscience et une liberté des cultes collective et qui considère qu'on ne doit pas intervenir sur le religieux. Donc l'État, si le religieux n'intervient pas sur l'État n'intervient pas non plus sur le religieux. Et alors que par exemple, certains républicains vont demander l'interdiction de la soutane dans les espaces publics, que les curés n'ont pas le droit de porter la soutane, on va finalement dire que non, il y a un espace, l'espace public est un espace où les personnes peuvent porter la soutane, simplement, voilà, on organise un espace de liberté, en fait l'espace public reste un espace de liberté, et vous allez avoir par exemple un journal catholique, l'Union, qui va appeler les élèves à tous venir avec une grosse croix au cou, pour entrer au conflit, et le gouvernement républicain d'alors, notamment donc, Jean Jaurès, vont dire non, pas de conflit, très bien, qu'ils viennent avec ses croix, pas de conflit. Et là où l'Église va chercher le conflit, la mise à l'index d'un certain nombre de manuels scolaires, ce journal L'Union qui appelle les élèves à venir avec une grosse croix, ou encore
sur la question des associations de culte. Normalement, c'est une autre question, on sort de l'école, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Donc l'idée, c'était simplement de montrer qu'effectivement, à cette époque-là, déjà en 1905, c'est une loi qui fait débat et c'est une loi de compromis. Saut temporel, les années 80, la question sur la laïcité porte essentiellement sur la question du financement de l'école privée par l'État. Et elle oppose assez classiquement la droite à la gauche. La droite est pour le financement public des écoles privées, la gauche est contre le financement public des écoles privées. Donc on a grosso modo une valeur, la laïcité, qui est une valeur plutôt de gauche, puisque c'est plutôt l'idée de défendre une égalité du droit entre tous les élèves, etc. Ça, c'est les années 80. Alain Savary propose un grand service de l'enseignement public, mais la droite manifeste, etc. Et finalement, la loi Savary perd. Puis, quelques années plus tard, François Bayrou propose de revenir sur le financement des écoles privées par les collectivités territoriales, pour permettre un financement plus fort public du privé par le public. Et pareil, sa loi est remise en cause suite à d'importantes manifestations. Ça, c'est les débats des années 80, début des années 80, gauche contre droite, laïque contre non-laïque. Et puis, dans les années 90, le débat évolue. Le débat évolue à l'occasion d'un certain nombre d'évolutions. Première évolution, le cadre géopolitique. La fin de la guerre froide, l'opposition Amérique-États-Unis est finie, et les États-Unis vont se trouver un nouvel ennemi. Et ce nouvel ennemi se situe plutôt au Moyen-Orient, et ce nouvel ennemi prend plutôt la figure du terroriste islamiste musulman non adapté à la laïcité, en tout cas dans l'image qui en est donnée dans les médias. À cela s'ajoute un certain nombre d'attentats, les attentats qui sont attribués au Hezbollah en 1995, la guerre d'Algérie qui marque aussi un certain nombre de situations internationales, le développement aussi en Iran, l'ayatollah Khomeini qui, donc pour les versets sataniques de Salman Rushdie, propose une fatwa contre Salman Rushdie. Donc toute une situation à l'international qui fait évoluer. Et puis concrètement en France, une situation aussi qui va se cristalliser dans certains établissements, notamment le collège, un collège à Creil, où un principal décide d'exclure de jeunes filles parce qu'elles portent le voile. L'affaire de Creil est le début de tout un tas d'autres affaires qui vont être extrêmement médiatisées et qui vont d'abord être traitées par le Conseil d'État. Donc Lionel Jospin, qui est alors ministre de l'Éducation nationale, demande son avis au Conseil d'État sur ces affaires. Et le Conseil d'État émet un avis qui est en accord avec la loi de 1905, qui est de dire que le signe religieux n'est pas en lui-même prosélyte, mais qu'en revanche, quand un enfant n'admet pas l'assiduité scolaire, rate le PS au nom de religion, ou alors a un comportement prosélyte dans l'établissement, eh bien, dans ce cas, le signe plus le comportement prosélyte justifie l'exclusion, mais que sinon le signe à lui seul ne justifie pas l'exclusion. Se poursuit une décennie d'évolution des relations internationales avec des tensions toujours plus fortes qui aboutissent notamment au 11 septembre, les Twin Towers et la droite au pouvoir, et notamment François Baroin, Jean-Pierre Raffarin, mise en place de la commission Stasi qui aboutit à la loi de 2004. Cette loi de 2004, c'est un glissement de la laïcité, c'est une évolution en tout cas de la laïcité, puisque la loi de 1905 impose une neutralité aux représentants de l'État, et notamment aux enseignants, au personnel de direction, etc. Cette neutralité de l'État qui vise au traitement égal de tous les citoyens et à assurer leur liberté de conscience, comme à tout autre usager du service public. La loi de 2004 fait évoluer cette laïcité vers une demande de neutralité à l'égard des usagers. Et ça, c'est unique dans la gestion des services publics. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, on ne demande pas aux usagers de retirer leur signe, on ne demande pas aux usagers de retirer leur signe quand ils vont à la mairie, etc. Et ça ne s'applique pas à tout le service public d'éducation. Par exemple, ça ne s'applique pas à l'université, parce qu'on va considérer qu'à l'université, les élèves sont déjà majeurs et donc ils ont la capacité de prendre eux-mêmes leurs décisions. Donc ce qui justifie cette décision, en dehors
du cadre de l'évolution géopolitique, politique nationale. C'est de dire que, en fait, c'est la question de la liberté différée. C'est de dire que les élèves ne sont pas encore libres et que donc il faut les protéger des influences extérieures que peuvent avoir leur famille, etc., ou pas que leur famille, leur quartier, etc. Et l'autre élément, c'est aussi que le signe est considéré en lui-même comme prosélyte. Et donc on va considérer que voilà, ce signe est prosélyte. Alors, ce qui est compliqué, ce qui est très très compliqué dans cette loi, c'est qu'elle ne dit pas quels signes ostensibles sont interdits. Mars 2004, la loi, mai 2004, la circulaire d'application. Cette circulaire d'application, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'il y a 3 signes qui sont interdits: le voile islamique, la kippa et la croix de trop grande taille, sans préciser quelle taille. Et tous les signes qui viseraient à contourner la loi. Tous les signes qui viseraient à contourner la loi, alors là, du coup, c'est ce qui permet aujourd'hui les conflits très médiatisés autour de la question du bandeau trop large, de la jupe trop longue, qu'on peut considérer comme des signes qui contournent la loi. Ça, donc quand on a un conflit autour de ces questions-là, c'est bien parce que le cadre juridique le permet. C'est pas des directions qui se trompent, il n'y a que 3 signes, alors c'est pas le voile islamique, on n'a pas le droit de punir. Non, on a le droit de punir parce que tout signe qui viserait à contourner la loi peut être touché. Et évidemment, il est normal que ce soit écrit cela, puisque sinon les 3 signes ne visent que 3 religions. Or, il existe d'autres religions. Donc, ce qui est très compliqué dans cette mise en application, c'est d'abord que ça demande au personnel d'interpréter les signes. Interpréter les signes à deux niveaux. D'abord, interpréter si un signe est religieux ou non. Est-ce qu'un bandeau est religieux? Est-ce qu'une jupe longue est religieuse? Et autre élément, c'est que ça demande aux directions d'interpréter si ce signe est ostensible ou pas, puisque le port de signes discrets est autorisé au nom de la liberté de conscience, puisque la laïcité, son premier rôle, c'est de mettre en œuvre la liberté de conscience. D'accord, l'égalité des citoyens devant la loi et la liberté de conscience. Et que pour ça, elle se donne 2 moyens, la séparation des églises et de l'État et la neutralité de l'État. Donc cette circulaire d'application, c'est ça sa grande difficulté, c'est qu'elle demande finalement à des personnels de faire une interprétation des signes. Qu'est-ce qui est religieux, qu'est-ce qui est ostensible, sans donner vraiment d'éléments précis. L'autre difficulté, c'est que quand même, elle se met en place dans un contexte où elle vise une religion en particulier. Enfin, là, je pense que c'est difficile de ne pas le voir. Et c'est pas simplement qu'elle va viser cette religion en particulier de façon, comment dire, dans les médias, mais ça va être aussi de façon très très concrète, par exemple sur la question des sikhs. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la religion sikh, mais ce sont des jeunes hommes qui portent un chignon, là, comme ça, en haut de la tête, et qu'ils entourent, bref. Eh bien, les sikhs vont se mobiliser. Pardon ? Ils ne se coupent pas les cheveux, ils se font un chignon, ils mettent un peu comme ça. Ils se mobilisent pour faire considérer ce signe comme un signe culturel, et non pas comme un signe religieux. Et du coup, eh bien, la jurisprudence, dans les tribunaux, va décider que ce signe est un signe culturel et non religieux. Et donc on se retrouve dans nos établissements, c'est très concrètement au lycée Jean Rostand de Villepinte, avec des élèves sikhs qui portent ce signe-là religieux, tandis que du coup on interdit à côté d'autres signes. Du coup il y a une inégalité de traitement qui pose très concrètement une difficulté voilà, dans la réalité. Du coup, ça entraîne aussi une méconnaissance et une mécompréhension de ce que c'est que la laïcité et ce dont pour nous, ce à quoi il faut être très vigilant, c'est que ça peut aussi entraîner un rejet. Un rejet pourtant d'une notion et d'un principe qui est extrêmement important, qui est un principe qui permet à toutes les religions et aussi aux non-croyants de vivre ensemble. Et du coup, là, cette évolution-là, elle fait difficulté pour nous dans les établissements. Voilà, on pourra revenir sur cette question si vous le souhaitez. Je vais juste raconter une anecdote. Donc une sortie scolaire à la basilique de Saint-Denis, magnifique basilique à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis, souvent on va la visiter dans le cadre de l'histoire des arts et d'un projet. Visite à la basilique et à l'entrée dans la basilique, 2 élèves, alors que les autorisations de sortie parentale ont été rendues, refusent d'entrer.
La professeure est très embêtée, c'est compliqué, commence à parlementer, les élèves disent